Hello, hello, hello! Petite vidéo différente de ce que je fais d'habitude, sachant que normalement c'est plus des vidéos solotage et que je parle pas. Donc déjà bonjour. Euh, je voulais profiter un peu de l'événement des néo-serveurs pour faire un espèce de tutoriel pour l'archétype poison de Luginac. Vu qu'il y a probablement beaucoup de gens qui vont reprendre le jeu, commencer le jeu même ou simplement vouloir faire un nouveau personnage, une nouvelle classe. Donc je vais un peu présenter cet archétype-là. C'est quoi mes avis et opinions dessus après avoir passé honnêtement plusieurs centaines d'heures là-dessus. Là. Et justement pouvoir faire un peu un petit guide avec ça. Ça va être beaucoup plus long comme vidéo que ce que je fais normalement, vu que je suis quelqu'un qui parle énormément et qui a un peu de la misère à condenser. Fait que lors de mes explications, ça va être un peu... ça va un peu paraître, je pense. Mais bon. Donc, un peu comme préambule, ça va vraiment être axé vers l'archétype poison de Luginac, bien que je vais faire quelques parallèles avec la classe au complète puis les modes directs qu'on peut avoir par-ci par-là. Je vais également introduire un peu les bases de la classe si des gens connaissent pas trop ou connaissent pas du tout. Et on va faire le tour là, de tout ce qui rend Luginac poison viable. Donc, les passifs, les sorts, les stats à privilégier. Je vais pas fournir d'équipement vraiment. Il n'y aura pas de zénith ou quoi que ce soit. Vous pouvez quand même vous référer aux autres vidéos que j'ai faites pour avoir des idées, mais dans tous les cas, dans un contexte de rush, ça sera peut-être moins accessible. Mais juste suivre les stats dans les grandes lignes que je vais vous montrer, ça devrait vous aider grandement. Je vais également parler des sublimations, faire une espèce d'ordre d'acquisition, dans quel ordre on va avoir quoi et quoi prioriser. Et ça devrait quand même faire le tour là, pour la vidéo. Euh, Juste un peu en disclaimer, c'est un gameplay qui est beaucoup plus axé pour les serveurs monocomptes, donc Agrest et Neo-Agrest. Simplement dans le fait que sur Pandora et Rubilax, on peut jouer jusqu'à soit une team de 3 ou de 6, dépendamment si on a un ou deux comptes. Donc on est moins poussé à devoir faire du contenu solo. Sur Agrest en monocompte, dès que la guilde n'est pas connectée, les amis sont pas connectés, parfois on va vouloir faire des choses. Donc faire du contenu solo peut être intéressant, d'où Luginac Poison, ou du moins pour moi en tout cas. Euh, pas que ça d'ailleurs, j'aime également énormément le gameplay, c'est pour ça que je joue pratiquement que ça. Mais c'est un des gros points de vente là, de l'archétype en tant que tel. Donc malgré que c'est pas forcément un gameplay uniquement monocompte, c'est beaucoup plus utilisé sur ces serveurs-là, dans ces conditions-là, que sur les serveurs multi. Donc à prendre avec une pincette. Et également, c'est pas forcément un archétype qui est low cost. Il y a moyen de faire des stuff low cost. J'ai des vidéos sur des trucs low cost, mais encore là, le low cost est relatif. C'est un archétype qui a énormément de puissance dans les sublimations. Et donc, ça coûte cher à un certain point. Donc, il faut être prêt à farmer ou investir des kamas qu'on a déjà farmés là-dedans. Sur ce, on va commencer avec les bases de la classe. Puis, je vous revois à la zone de l'île de Riz avec les putsch. Donc, nous voilà vite fait contre un sac à patates. Et je vais montrer vite fait les trois mécaniques de base de la classe Sushinak. En commençant par la mécanique de proie, qui est un sort en barre 3 qui nous permet justement de mettre l'étape proie sur une cible à la fois. Si on le met sur un deuxième monstre, ça va changer de cible. Ça va nous donner des dégâts par rapport au PV courant de la cible en pourcentage. 0.4% par pourcentage de vie courant, donc 40% à 100% de vie, et 20% à 50%, etc. etc. Donc assez intéressant pour avoir des dégâts supplémentaires sur une cible, généralement le boss. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est les deux passifs qu'on a en dessous de l'état proie. C'est quand Luginac tape sa proie, une fois par tour, à la fin de son tour, il va récupérer 15 de rage, qui est notre ressource de classe, j'y reviens sous peu, et va récupérer 30 niveaux de l'état tracker, qui stack jusqu'à 60, si je tape la cible une deuxième fois. Il va nous donner jusqu'à 60% de dégâts infligés, qui est vraiment non négligeable et qui va augmenter considérablement les dégâts de Luginac. À noter que si on oublie ou on ne tape pas la proie pendant un tour, on va perdre 100% du passif tracker, donc il va falloir recommencer à stacker à partir de 30, ensuite 60, etc., etc. Donc faire attention pour le garder parce que ça nous donne énormément de dégâts pour honnêtement peu d'investissement. Ensuite,
Notre mécanisme de rage, ça va être lié avec notre deuxième sort de bord 3, qui est la transformation en Ojigaru, qui nous fait passer en forme bestiale et nous donne 50% de dégâts infligés, ce qui est encore une fois non négligeable. Cependant, à chaque fois qu'on va utiliser un sort, on va perdre de la rage à un niveau correspondant au nombre de PA et points de Wakfu qui a été dépensé pour le sort. Donc ici, par exemple, rupture un sort de PA, je vais perdre 2 de rage, mais si j'utilise le sort bastonnade qui est 3 PA et 1 point de Wakfu, je vais perdre 4 de rage également, vu que c'est une addition avec les 2 points. Euh, donc autant que la forme est très très utile pour augmenter ses dégâts, elle ne dure pas indéfiniment. Bon là je vais juste spammer les sorts pour la démonstration. Généralement avec un build plus haut niveau, ça prend entre peut-être 1 et 3 tours pour faire le cycle complet de la rage. Ça se consomme beaucoup plus rapidement. Mais à bon niveau, ça peut être un petit peu plus long. Euh, donc quand on arrive à 0 de rage, on se détransforme, on passe en forme humanoïde et on récupère l'intégralité de nos points de Wakfu. Donc c'est comme ça qu'on génère les points de Wakfu sur la classe, ce qui nous permet de continuer d'enchaîner, de mettre nos gros sorts à points de Wakfu. On en parle un peu plus tard justement dans la section sorts, mais c'est une mécanique à prendre en compte parce que c'est très 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 important pour la régénération des points de Wakfu. Ensuite, on a un troisième sort en bord 3 qui est l'invocation du chien-chien. On peut avoir uniquement un chien-chien par Ujinac sur le terrain en même temps. Le chien-chien va hériter de certaines de nos stats, notamment les maîtrises et les résistances. Par défaut, le chien-chien a 4 sorts. Gratteux, qui est un raid de PM, tacle et esquive. Nonos, qui met un glyphe par terre que entités ennemies ou alliés peuvent passer dedans pour récupérer 2 PM et 10 de dégâts infligés. C'est consommé lorsque quelqu'un passe dedans. Ensuite, on a l'échouille qui va sacrifier 50% des PV du chien-chien pour faire un heal sur l'Ojinac. Bon, ici, j'ai pas de heal parce que je suis à 100% d'HP, mais vous voyez le concept. Et ensuite, on a un reniflage qui est la stabilisation de l'Ojinac, qui va nous permettre de nous stabiliser. Donc, ça peut être intéressant dans certains contextes, certains donjons, sachant qu'on peut se stabiliser nous-mêmes, stabiliser un allié ou stabiliser un ennemi également. Donc, à prendre en compte. Dernier truc intéressant avec le chien-chien, c'est que ce dernier hérite également des sorts avec point de Wakfu qui sont dans le deck de Lushinak. Donc ici, j'ai Kador et Bastonnade qui sont deux sorts avec point de Wakfu. Donc le chien-chien y a accès et je peux les utiliser pour faire un peu ce que je veux avec. Donc ça peut être assez intéressant de mettre des sorts, généralement des gros sorts à point de Wakfu dans le deck du chien-chien. Dans le deck de Luginac pour le chien-chien, pardon. Comme ça, le chien-chien peut faire des plus gros tours, sachant que plusieurs de ses sorts ont quand même des intervalles de relance assez longs. Ça fait le tour pour les bases de la classe Luginac. On va passer ensuite au passif, donc je rejoins en envoi-sac et on parle de ça tout de suite. Donc, l'archétype poison de Luginac. L'archétype poison, c'est vraiment un archétype axé sur les dégâts indirects. Donc, bien évidemment, les dégâts de poison, mais également les dégâts de glyphes et tout ce qui est dégâts indirects en règle générale. Donc, on peut également prendre en compte euh, les dégâts du style de l'enflammé, etc. etc. Le gameplay qui est généralement plus solo, parce que comme on va voir plus tard avec les différents passifs et les sublimations, on veut être un maximum au milieu de la mêlée et que les monstres nous focus, en fait. Donc ça peut être un peu plus compliqué avec une équipe, mais c'est jouable également en équipe, malgré que c'est souvent plus utilisé pour du solotage de basse ou haute difficulté, dépendamment de l'objectif. Donc le but c'est de vraiment tout builder le Ginac autour des dégâts indirects pour maximiser ses poisons, maximiser son glyphe. Et on va voir justement avec les passifs euh, pourquoi que c'est intéressant sur cette classe d'aller 100% indirect. Donc, pour les passifs, je vais expliquer les passifs qui sont liés à l'archétype poison. Donc, je vais en sauter pas mal qui sont moins pertinents dans ce style de gameplay-là. Mais je vais essayer de passer justement les différents passifs que j'utilise sur une base quotidienne pour le poison. Et un peu en ordre d'utilité, puis en ordre de puissance, même si ce sera pas une vraie tier list. Mais on va commencer avec le passif épuisement.
qui est un passif très simple qui va nous donner 50% de dégâts indirects infligés pour un malus de -2 portée. Le -2 portée, honnêtement, on s'en fout totalement, sachant qu'on est une classe mêlée et que notre meilleur scénario, c'est d'être entouré de 4 mobs. Donc, c'est vraiment pour un slot de passif, on a 50% de dégâts indirects infligés, ce qui est énorme et très intéressant pour nous. Par la suite, on va avoir deux passifs qui vont être à peu près sur le même pied d'égalité. Deux utilités semblables, mais un peu différentes. Déjà, Arcanin et Digestion ont tous deux un malus de 15% de dégâts indirects. Ce qui est désavantageux pour nous, mais la valeur qu'on a justement avec les deux passifs en vaut vraiment la chandelle. Donc Arcanin, le plus intéressant des deux à mon avis, ça va convertir 30% des dégâts indirects qu'on inflige en armure. Donc il va nous permettre de tanker de façon phénoménale durant un combat. Malheureusement, le gain d'armure est limité à 50% des PV max par tour. Cependant, 100% de la barre d'armure au final, par tour, sans faire grand chose, vu que de base, l'archétype, on veut mettre nos dégâts indirects. C'est très fort et ça nous permet de rester en mêlée très longtemps et d'être un très bon combattant. Digestion est un peu l'envers de la pièce. Au lieu de nous donner de l'armure, ça va nous donner du soin. Donc pour chaque instance de dégâts indirects qu'on inflige, ça va nous donner 4 de rage et 4%, nous soigner de 4% des PV max, jusqu'à 5 fois par tour. Donc 20 de rage et 20% des PV max en soins par tour. Et très intéressant également. Donc surtout les deux couplés ensemble, très fort. Et c'est vraiment le noyau de l'archétype poison. Ensuite, on a Force Sage, qui est probablement le meilleur passif pour notre archétype. Force Sage, ce que ça fait, c'est que ça va transformer les retraits PM en poison au début de tour de la cible. Donc, pour chaque instance de retrait PM qu'on va tenter et qui va passer, c'est important, parce qu'il va nous falloir de la volonté. Je vais en reparler un peu plus tard dans les aptitudes. Mais il faut que le retrait passe sur la cible pour qu'on applique le poison, parce que c'est vraiment une conversion de ce qui est retiré. Ça va mettre un poison en début de tour, ce qui nous permet de faire plus de dégâts indirects. Et sachant qu'avec des passifs comme épuisement, on va aller chercher justement des bonus sur nos dégâts indirects, c'est très intéressant pour nous. Surtout à noter que la majorité de nos sorts de retrait PM sont en zone également. Donc on a énormément de value avec le passif Force Sage. C'est généralement inclus à partir de toutes les bulles de 90 et plus, donc 95 et plus si on se base sur la tranche. À partir de ce niveau-là, on veut avoir Force Sage à toutes les tranches si on veut jouer poison. Ensuite de ça, on va avoir deux passifs qui vont un peu s'équivaloir. Ça va être, je le cherche un petit instant, Pillage et Flair sont deux excellents passifs. Flair est un passif plus offensif qui va rajouter un effet à notre proie, donc notre sort en barre 3, pour faire des dégâts indirects en début de tour sur la cible. Donc tant que la cible reste en état proie, on va y faire des dégâts supplémentaires à chaque début de tour, ce qui est excellent pour nous. Par contre, le malus, c'est que notre proie va coûter 2 points de Wakfu au lieu d'un. Donc plus coûteux à ce niveau-là. Dépendamment des niveaux, dépendamment du contenu, ça peut être difficile à jouer, mais c'est très fort pour avoir des dégâts supplémentaires, honnêtement, assez gratuitement. Et ensuite, on a un peu l'inverse, Pillage, qui nous permet de tanker encore plus. Ça nous retire 10 de dégâts infligés, certes, mais ça nous donne un bonus de 30% d'armure reçue, ce qui est non négligeable, et 400% de notre niveau en PV, qui peut être intéressant également, pour mieux tanker. Mais c'est surtout le passif ici, que si on débute notre tour au corps à corps de la proie, on va se faire donner 12% de nos PV max en armure, qui est très bien pour nous, parce que ça nous permet de générer encore plus d'armure, vu que ça outrepasse la limite de Arcanin, vu que c'est deux passifs séparés, et ça nous permet justement d'avoir plusieurs instances d'armure également, qui est très bien dans notre cas, sachant que c'est impacté également par le 30% d'armure reçue. Et ensuite, le dernier passif, généralement, je conseille surtout à partir du niveau 200, parce que les mobs commencent à avoir énormément de volonté, c'est Acharné, qui va nous réduire de 10% de nos dégâts infligés pour nous donner un bonus de 20 de volonté. Et un passif qui nous dit que quand on retire un PM, ça nous donne 4 de rage.
Le passif en lui-même est moins important, ce qui nous intéresse c'est vraiment le vin de volonté, qui nous permet d'avoir un retrait PM plus fréquent et donc appliquer le poison plus fréquemment avec Force Sage. Donc ça s'emboîte dans l'archétype et c'est très important à mon avis à partir du niveau 200 car les mobs commencent à avoir pas mal de volonté et le retrait devient de plus en plus compliqué. Donc à garder dans la boîte à outils là, pour les plus hauts niveaux. Donc ça fait un peu le tour des passifs pour l'archétype poison. Il y en a d'autres qui peuvent être utilisés dans certaines circonstances, cependant ça serait vraiment les 7 passifs que je conseillerais justement à quelqu'un qui débute avec ça. Après vous pouvez expérimenter avec d'autres bien entendu, mais ça serait vraiment le noyau de ce qu'on veut utiliser là, dans le cadre de Lushnak Poison. Parlons maintenant des sorts. Encore une fois, je vais principalement parler des sorts qui sont utiles pour Lushnak Poison. Donc, je vais sauter certains sorts que je trouve très peu pertinents dans le cas de l'archétype. Mais vous pouvez les lire à votre temps perdu pour avoir une idée de ce qui est possible avec la classe. Généralement, on va se concentrer sur les sorts terre et air, sachant qu'on va essayer d'aller chercher des stuffs bi-éléments et mêlés. Je reparlerai un peu plus tard dans les caractéristiques. Mais il y a un sort ici qui nous intéresse quand même un peu dans la voie haut, qui est Emeute, qui va aller voler 1 PM et faire des dégâts hauts. Et si on a plus de 80% de nos PV, on va voler 2 PM à la place. Donc intéressant comme interaction avec Force Sage, pour le retrait PM. C'est un sort 3 PA, donc ça peut se caser relativement bien dans un combo. Mais un peu comme que je disais, on va généralement moins aller chercher la voie haut et on va se concentrer sur la voie terre et la voie air pour différentes raisons. Parlant de la voie terre, le sort principal de l'archétype, ça va être Croc en jambe, qui va faire des dégâts en croix et qui va retirer 2 PM. Donc encore une fois, excellent pour appliquer le passif Force Sage et donc mettre un poison d'élément lumière sur les cibles qui sont dans la croix. Donc 2 PA, 2 fois par tour, c'est excellent si on est capable d'avoir une zone et ça va être le premier sort de notre combo généralement. Ensuite, Bastonnade, on l'utilise pas réellement. Molosse peut être utilisé surtout à plus bas niveau pour générer de l'armure parce qu'on génère de l'armure par ennemi touché. Donc si on est capable de toucher 2, 3, 4 ennemis, ça va nous donner quand même énormément d'armure, ce qui nous permet de rester en mêlée plus longtemps. Ça peut être intéressant quand on n'a pas énormément de dégâts indirects et donc qu'on peut pas générer terriblement d'armure avec Arcanin par exemple. Utiliser Molosse pour 4 PA, ça nous fait un peu de dégâts et ça nous génère d'armure. Donc très bon sort pour ça. Ensuite il y a Ashur. Ashur qui est un sort qu'ils ont changé récemment, qui va mettre l'état dans la zone. Que pour chaque dégât direct reçu pendant le tour, ça dure uniquement un tour et il y a un tour de relance. Les ennemis qui sont attaqués vont avoir une ligne de dégâts supplémentaire. Donc ici, ça va être 3 dégâts à ce niveau-là. Donc si je reviens avec Croc en jambe par exemple, si on fait Ashur suivi de Croc en jambe, ben Croc en jambe va faire 7 de dégâts terre, 2 de retrait PM et va également faire un 3 de dégâts supplémentaires. A noter que le dégât de Ashur est considéré du dégât indirect. Et donc, va être influencé par nos différents passifs et nos différents bonus pour les dégâts indirects. Donc ça peut être intéressant à prendre en compte, surtout si on est capable d'avoir une bonne zone, par exemple avoir une zone de 3 pour Ashur et ensuite faire double croc en jambe. Mais généralement, c'est un sort que j'utilise pas trop, vu qu'on va avoir d'autres alternatives qui vont être plus intéressantes. Par la suite, contusion, excellent sort de placement. Donc pour 3 PA, on a une croix qui va pousser les entités de 1. Donc on peut le faire à 2, 3 PO ou à 0 sur nous. Donc très intéressant pour du positionnement et se déplacer. Je le mets dans pratiquement tous mes decks, donc à prendre en compte. Ensuite on a Kador qui est un sort un peu controversé de Lushnak, sachant qu'on va faire les dégâts avant de se téléporter dans le dos. Donc les maîtrises d'eau ne fonctionnera pas malheureusement. Mais pour 3 PA et 1 point de Wakfu, ça va nous permettre de nous téléporter derrière l'ennemi et donc de couvrir quand même un peu de distance pour se déplacer.
Ça peut être utile entre autres là, dans les premiers tours, dans les salles qui sont un peu plus distance là, pour aller directement mêlée pour pouvoir faire nos tours standards mêlés à partir du tour 2. Ensuite, Rizos, excellent sort au Ginac. Sort mono-cible, 2 PA, qui met un poison, fracture, qui après chaque déplacement de l'ennemi va lui faire justement des dégâts air, qui est considéré encore une fois dégâts indirects, donc excellent pour nous. Et quand on dit déplacement, c'est si un mob fait 1 PM, ça va lui faire la fracture, mais s'il fait 3 PM d'un coup, ça va lui faire fracture également. Donc intéressant sur les mobs qui vont aller focus plusieurs personnes en fait. Parce que s'il fait 2 PM pour aller voir un allié, 2 PM aller voir un autre allié, puis 2 PM pour fuir, ben, ça fait 3 instances de déplacement. Et donc ça va lui faire 21 de dégâts, ben 3 fois 7 dégâts plutôt. Et ça commence à faire énormément de dégâts pour 2 PM. Donc très très bon sort. Surtout sur les monstres à Yofuyard. Et ensuite, on a probablement le plus gros sort pour le Ginac Poison. Barou, 6 PA, 1 point de Wakfu, qui va mettre le Barou, justement, qui est le poison du même nom, qui va faire des dégâts en fin de tour sur l'ennemi, poison qui dure 2 tours, et les dégâts sont augmentés si la cible finit au contact de l'Uginac. Donc très très bon pour les monstres qui restent en mêlée, et les monstres qu'on veut qui restent en mêlée même, fait que ça peut se coupler avec du tacle par exemple, pour faire plus de dégâts. Malgré que ça coûte 6 PA et 1 point de Wakfu, sachant que le sort 1 point de Wakfu, on peut l'utiliser sur le chien-chien également, donc très intéressant comme sort. Ça nous permet d'avoir quand même pas mal de value provenant du chien-chien, si c'est lui qui applique le barreau. Ensuite, dans les sorts neutres, plusieurs sont intéressants. Le premier étant chasseur, qui nous permet soit d'attirer un allié, soit de s'attirer sur un ennemi. Et à noter que justement, si on s'attire sur la proie, on va regagner 2 PA, donc rembourser le sort. Très très bien pour se déplacer. Je l'utilise souvent. Élan, un des meilleurs sorts de l'Uginac. Va coûter de 1 à 4 PA, dépendamment de la portée qu'on utilise. Ça nous permet simplement de se téléporter sur la cellule qui est visée. Donc on peut se téléporter de 1 à 4 PO. Et ça va nous coûter justement un PA dépendamment de la distance. On peut le faire 2 fois par tour, donc on peut faire jusqu'à 8 cases justement de déplacement avec Élan. Très très bien pour se replacer et avec la ligne qui est ici justement de si on le lance sur le chien-chien ou la proie, c'est un échange de position. On est capable de se transposer justement avec une cible comme ça, si c'est la proie ou le chien-chien bien entendu, ce qui est très très intéressant pour le placement, prendre des zones et etc. Excellent sort Élan, je le recommande très fortement. Ensuite, Canine, probablement le deuxième sort le plus important pour l'Uginac Poison. On met un glyphe par terre qui est une croix qui va durer 2 tours, donc on peut en mettre jusqu'à 2. Qui en début de tour, toutes les entités qui vont commencer dessus vont avoir un retrait PM et des dégâts lumière, donc des dégâts indirects. Et si on joue Force Sage, vous l'avez compris, le retrait PM passe en poison, qui est excellent pour nous, sachant que c'est une zone. Donc, généralement, je conseille de l'utiliser à chaque tour si possible. Faites juste attention justement pour les alliés, parce qu'eux aussi vont avoir le retrait PM et les dégâts. Donc, faites attention au Friendly Fire. Sinon, on a Apaisement, très utile également, qui va donner 2 PM sur la cible. Et si on a plus de 20 de rage actuellement, ça va convertir justement la rage en pourcentage max en armure pour le mettre sur la cible. Donc soit sur nous, soit sur un allié. Donc ça permet de mettre de l'armure sur quelqu'un. Et également de consommer toute notre rage si on est à au-dessus de 20. Ce qui nous permet de sortir de Ujigaru, si on serait en Ujigaru par exemple. Et donc de régénérer nos points de Wakfu, ce qui est très très bien pour cycler. Pour les caractéristiques. Ici, j'ai pris mon bulle niveau 200 en exemple pour donner une idée des caractéristiques à aller chercher niveau équipements, mais je vais également aborder la page d'aptitude et mes recommandations sur les différentes stats à aller chercher. Donc, premièrement, en intelligence, je conseille vraiment d'aller chercher les résistances élémentaires en premier, suivi des points de vie. On est une classe mêlée, on veut rester en mêlée, on doit survivre quand même assez longtemps dans le combat, donc on va aller chercher justement ces 2 points-là pour tanker. Les résistances en priorité, vu que ça a plus d'impact que les points de vie pour notre gameplay. Ensuite, en force, ça va être de prioriser la maîtrise mêlée, sachant qu'on va avoir des combos mêlés. Et ensuite, la maîtrise élémentaire.
Il y a un argument qui pourrait être fait pour les points de vie, mais personnellement, je préfère avoir plus de maîtrise, donc je vais aller chercher la maîtrise élémentaire, mais en premier, ça va vraiment être la maîtrise mêlée. En agilité, règle générale, je conseille le tacle et esquive, parce qu'on a énormément de value avec le combo des deux. Cependant, à compter du niveau 90, quand on commence à utiliser Force Sage, c'est très important d'aller chercher le 20 de volonté. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans la vidéo, mais il faut absolument que le retrait passe pour appliquer le poison, donc on veut absolument les 20 points qu'on peut aller chercher dans les aptitudes. Ensuite, pour la chance, pour la majorité des builds, je vais conseiller d'aller chercher la parade, suivi de la résistance critique et de la résistance d'eau. Il y a un argument à faire sur certaines tranches pour la maîtrise Berserk, notamment la tranche 155, où on a des équipements qui s'y prêtent bien, et certains donjons comme le Sabléoptère qui nous demandent d'être en Berserk. Mais, règle générale, je conseillerais d'aller plus défensif avec la parade, suivi des résistances. Pour ce qui est des points majeurs, personnellement, j'y vais toujours dans cet ordre-là. Le point d'action, suivi des résistances élémentaires. Ensuite, les dégâts infligés. Et finalement, les points de mouvement. Il y a un argument qui peut être fait pour prendre les points de mouvement avant les dégâts infligés. Personnellement, je joue mon Ojunek Poison en 4 PM. Certains vont jouer avec plus, certains d'autres avec moins. Préférence personnelle. Moi, je recommande 4. Si vous en voulez plus, allez-y plus. Mais avec des sorts comme Élan, par exemple, on est capable de se déplacer quand même en ayant que 4 PM. Niveau PA, je recommande d'avoir soit 11 ou 13 PA, quand vous le pouvez. Bien entendu, bas niveau, on va en avoir moins. Parce que les combos poison vont généralement s'arrêter à 11 ou à 13. Donc, généralement, 11 en dessous du niveau 200 et à compter du 200, on y va pour du 13 PA. Pour ce qui est des points de Wakfu, essayez de ne pas descendre en dessous de 5, mais vous n'avez pas besoin de privilégier les points de Wakfu. On a quand même une génération très simple en Uchinak. Et la consommation est pas si élevée que ça au final. Donc généralement 6 est suffisant. Dans certains cas on peut descendre à 5, mais je conseillerais pas de descendre en bas de 5. Sinon au niveau statistique, on va avoir besoin de quand même pas mal de PV, des résistances élémentaires, parce qu'on est en mêlée encore une fois, donc on veut survivre. Personnellement je fais des builds très tanky. Il y a certaines variantes qui pourraient avoir plus de dégâts. En allant chercher plutôt plus de maîtrise élémentaire et plus de maîtrise mêlée. Mais rendu là, ça reste de la préférence personnelle. Pour quelqu'un qui commence, je suggère d'aller plus tanky, comme ça on est sûr de ne pas mourir et d'avoir des mauvaises expériences. Ici, j'aime beaucoup build de la parade à partir d'un certain niveau quand les équipements mêlés en ont. Ça nous permet d'augmenter nos chances de réduire les dégâts reçus de 20%, ce qui est quand même non négligeable sachant qu'on est mêlé. En coup critique, pour certaines sublimations, on veut être en dessous de 10 de coups critiques. J'y viendrai dans la section suivante. Mais il y a également des items à partir d'un certain niveau qui retirent des coups critiques pour avoir plus des stats supplémentaires sur l'item. Donc ça peut être intéressant. Sachant que certains poisons, notamment Force Sage, ne peut pas crit, donc on n'a pas d'intérêt à aller investir en critique sur l'Ojunek Poison. Ensuite, la portée, on s'en fout un peu. Avec épuisement, généralement, on va être toujours dans le négatif, donc pas vraiment important à mon avis. Ensuite, avoir un minimum de tacle est très intéressant, sachant que si les cibles restent au contact, on va avoir plus de dégâts parce que ils vont plus nous attaquer et le barou va pas encore mêler, etc. Ensuite, volonté, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, on va avoir un minimum 40 de volonté et éventuellement 60 à partir du 200. Pour justement avoir le retrait PM qui est converti en poison par la suite. Et sinon, ça va être d'aller chercher la maîtrise mêlée et la maîtrise élémentaire comme j'ai parlé. Les autres maîtrises ne nous intéressent pas vraiment. Et certaines stats comme les résistances, l'armure reçue peuvent être intéressantes. Et bien entendu, les dégâts indirects, malgré que ça va plus être les sublimations que les équipements. Parlons maintenant des sublimations pour le Junak Poison. J'irai pas en détail sur le fonctionnement de l'enchantement et le fonctionnement des sublimations. Il y a déjà pas mal de créateurs de contenu qui ont fait des vidéos sur le sujet, donc si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, vous pouvez aller voir ces vidéos-là. Ça risque d'être plus informatif que ce que je vais dire pour le système en lui-même. Mais je vais aborder justement les différentes
sublimation importante pour l'archétype poison et je vais les aborder en ordre d'acquisition que je recommanderais justement là, si vous voulez faire un Ujnek poison. Première sublimation étant probablement la plus connue et la plus importante, la contre-attaque. Contre-attaque, ça nous donne un passif qui fait que quand on se fait attaquer par un monstre, ben par un ennemi en fait, ça pourrait être un joueur là, en cas de PvP, on va lui renvoyer. En fait, quand on se fait attaquer, on va lui faire du dégât équivalent à 30% de niveau. Contre-attaque 3, mais mettons si on met à 6 contre-attaque, donc 2 contre-attaque 3, ça va être 60% du niveau. Donc, par exemple, au niveau 200, on va faire 120 de dégâts lumière, donc dégâts indirects également, qui va synergiser avec nos passifs, et etc., etc. Donc, très très fort, sachant que c'est par ennemi par tour. Donc, si on a 4 mobs au corps à corps, les 4 nous attaquent, on va contre-attaque les 4, et donc leur faire des dégâts, générer de l'armure, potentiellement du soin, etc., etc. Donc, très très fort, et c'est, je dirais, probablement la base de l'archétype. La sublimation suivante est quand même relativement très très simple, c'est la ruine, qui va nous donner des dégâts indirects. Donc à ruine 6, on va avoir 30% de dégâts indirects. Qui est très très simple, mais très efficace dans notre cas, vu que le but de l'archétype, c'est encore une fois de faire des dégâts indirects. Donc très intéressant pour nous. Ensuite, valeur ajoutée. Un peu plus complexe comme sublimation, mais très très intéressant également. C'est à chaque dégât direct qu'on va effectuer, on va avoir un malus de dégâts directs, mais un bonus de dégâts indirects, jusqu'à 40%. Puis on perd le bonus et le malus, du coup, au début de notre tour. Donc c'est très très important pour nous parce que sur notre tour, on va faire des dégâts directs pour appliquer les poisons. Mais au fur et à mesure qu'on va avoir les poisons qui proc, la contre-attaque qui proc, les glyphes, etc., on va avoir des bonus de dégâts indirects. Et tout va resetter justement au début de notre tour, donc on peut continuer à faire des dégâts directs pour appliquer le poison sans avoir le malus. Donc très très bon pour nous, sachant que nos dégâts sont majoritairement en dehors de notre tour, donc on n'est pas vraiment impacté par le malus et on a vraiment énormément de bénéfices à utiliser le bonus de dégâts indirects qui va aller jusqu'à 40. Ici je monte la sublimation niveau 3, ça monte jusqu'à 4. Par contre, dans la plupart des cas, juste une valeur ajoutée 2 pour être suffisant. Parce que le seul truc que ça change, c'est la vitesse à laquelle on se rend au cap de 40%. Donc à prendre en compte, généralement, valeur ajoutée 3 est mieux parce qu'on se rend à 40% plus rapidement. Mais dans des cas de trucs plus low cost, on pourrait avoir une valeur ajoutée 1 ou 2, dépendamment, pour justement quand même avoir le bonus sans que ça coûte trop cher. Ensuite, la carapace, très connue. Ça nous enlève 1 PA pour nous donner 75 de résistance élémentaire. Très 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 important pour nous, encore une fois, vu qu'on est mêlé. On veut mitiger le plus possible les coups. Donc, avoir 75% de résistance élémentaire est très avantageux pour nous. Et le PA, généralement, est pas très problématique. Sachant qu'à compter du niveau 200, on peut avoir 14 PA et donc être en 13 PA avec la carapace. Et en dessous de ça, le 11 PA nous convient également. Donc, quand on est capable d'avoir carapace, c'est très très avantageux pour nous. Ensuite, deux sublimations qui sont un peu équivalentes. Ça va être tellurisme et ventilation. Ils vont nous donner 12% de dégâts infligés dans l'élémentaire ou air, dépendamment de laquelle. Ce qui est intéressant pour nos sorts, c'est 12% de dégâts supplémentaires. Donc, dépendamment de votre élément principal, ça peut être très très intéressant de mettre l'un ou l'autre. Ensuite, sublimation plus défensif, cicatrisation, pardon, qui va nous donner un modificateur sur nos points de vie. Donc 15 à 30%, dépendamment du niveau de cicatrisation qu'on met. Très très bon pour nous parce que ça augmente la valeur maximum de la barre d'armure, ça augmente l'armure qu'on récupère avec pillage et nous donne plus de points de vie en tout et partout, donc très intéressant pour tanker. Notre précaution, qui est très très intéressant, toujours, peut-être plus à bas niveau, remarque, parce que ça va nous permettre de remplacer le passif digestion par un truc plus offensif pour avoir le healing justement avec la sublimation de précaution. Donc la sublimation fait que quand on termine son tour avec moins de 50% de nos PV, on va se heal jusqu'à 15% des PV manquants.
pour une sublimation 3, c'est 5% par niveau. Donc ça nous permet justement d'avoir du soin sans forcément avoir le passif digestion. Et donc on peut sauver le malus du passif et en avoir un autre à la place. Donc beaucoup plus utilisé à bon niveau, mais quand même important à connaître parce que c'est très très fort comme sublimation. Ensuite, barrière mêlée. C'est beaucoup plus axé pour les solotages. C'est moins important, mais je tenais quand même à le mentionner. Ça va réduire les instances de dégâts mêlés subis de 50% du niveau jusqu'à 6 fois par tour pour une barrière mêlée 3. Donc ça peut être utilisé surtout pour les solotages à plus bas niveau. Donc c'est bon à prendre en compte, même si c'est généralement une sublimation qui est chère, dure à obtenir, et c'est un peu plus spécifique, mais très très bonne sublimation pour nous. Ensuite, ça va être les sublimations épiques et reliques. Donc on va commencer par relique, qui est le rat de flamme, qui est très fort pour le Ginac. Ça va faire qu'à chaque coup qu'on va recevoir en mêlée, une fois par mob, on va avoir... en fait, à chaque coup qu'on va recevoir en mêlée, on va avoir plus 15 de niveau d'enflammé, qui, encore une fois, je rappelle, est des dégâts indirects. Donc ça synergise avec tout notre archétype. Et on a également le fait que si on commence au contact de 0 ennemi, on va avoir 100% du niveau d'enflammé. Et également, ça va nous permettre de faire des explosions en chaîne avec la mécanique d'enflammer. Donc très très bon pour nous. Ça serait la sublimation que je recommanderais en premier, niveau épique et relique. Très très cher généralement parce que ça prend une pierre d'entourage, mais c'est très fort pour nous, donc dès qu'on peut l'avoir, c'est vraiment vraiment intéressant. Pour finir, la constance 2. À aller chercher en dernier à mon avis, mais très très fort quand même. Ça va nous donner 40% de dégâts indirects si notre stuff a 10% de coups critiques ou moins. Donc comme que je mentionnais précédemment, généralement on veut pas de coups critiques parce que Force Sage n'est pas impliqué par les crits. Et on peut aller chercher des items qui réduisent notre crit également à ce moment-là pour avoir plus de stats sur d'autres lignes. Donc très intéressant pour nous. 40% de dégâts indirects, c'est énorme. Donc je dirais que c'est probablement la meilleure sublimation épique qu'on peut avoir. Pour conclure, ça fait un peu un résumé de l'archétype poison de Luginac. Je suis potentiellement allé assez rapidement sur certains aspects. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques ou des interrogations sur des trucs que j'aurais pu oublier, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Généralement, je réponds assez rapidement là, quand j'ai le temps. S'il y a assez de questions pertinentes et assez d'interrogations et d'intérêt en fait je ferai potentiellement une seconde vidéo pour répondre à ces questions-là. Sinon, je vais simplement répondre en commentaire pour vous donner l'information directement. Je terminerai par trois tips plutôt, trois conseils. Le premier étant que les alliés, surtout dans un contexte de monocompte, vont pas forcément connaître la classe Ujinac, encore moins l'Ujinac Poison. Donc il peut potentiellement avoir des interrogations ou des malentendus sur ce que la classe peut faire. Donc ça peut être intéressant, surtout pour des personnes à qui vous comptez jouer sur le moyen long terme, leur expliquer un peu ce que la classe peut faire, juste pour qu'il n'y ait pas de soucis de communication. J'ai vu ça arriver à multiples reprises et c'est pas forcément très très intéressant. Donc juste à prendre en compte. Un peu dans le même ordre d'idée, parfois, vu que les poisons sont pas vraiment très très explicites sur les mobs, il n'y a pas vraiment d'indicateur pour savoir si le poison va tuer, etc. Le poison peut être ignoré par les alliés et, mettons après votre tour, quelqu'un va passer en arrière et va tuer le monstre, même s'il était déjà mort des poisons. Donc communiquer à l'entour de ça peut être intéressant, parce que sinon ça peut vous donner l'impression de perdre vos tours. Ce qui n'est pas forcément très très agréable. Donc encore une fois, la communication est de mise à ce niveau-là. Mais sinon, je dirais aussi, ça va être de penser quel mob vous voulez focus dans un combat. Parce qu'il y a généralement deux cas de figure. Les mobs un peu plus mêlés, pour justement les garder dans le glyphe de canine et avoir le bonus supplémentaire de barreau. Mais ça peut être intéressant aussi dans certains contenus, puis contre certains monstres, avec des IA plus fiardes, de focus les monstres distance pour justement avoir beaucoup de proc de Brisos avec fracture. Donc faire énormément de dégâts justement sur leur déplacement. Ça peut être intéressant de mettre le poison justement sur 2-3 personnes, sachant que les mobs se déplacent énormément. Un petit truc à prendre en compte à ce niveau-là. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, ça me fait plaisir d'y répondre.
Et sinon, je vais souhaiter bonne chance à tout le monde qui vont aller sur les néo-serveurs. Et à la prochaine.